dans l'épisode précédent. Bonjour et bienvenue sur Billboard. On avait eu une conversation dans la voiture et on s'est dit, c'est dommage, on aurait dû l'enregistrer. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que bon, c'est pas impossible qu'un sujet donne une de nos idées, donne une piste sérieuse pour quelque chose, quoi. C'est vrai. On peut repasser sur celui qu'on avait discuté dans la voiture. Voilà, on peut essayer celui-là. On avait vu les panneaux solaires qui étaient tout enneigés. Oui. Et du coup, on parlait donc énergie. Ouais, on est parti de là, c'est-à-dire c'est bien rigolo les panneaux solaires, mais voilà, quand il y a de la neige qui tombe, terminé quoi. Ouais, c'est ça, ça couvre Terminé. totalement. Et du coup, on est parti sur ça parce que, ouais, il y a donc une innovation, si on peut dire ça comme ça, de fusion nucléaire. Et ouais, je disais qu'ils avaient trouvé comment faire une fusion. Voilà. Donc là, après, ils commencent à faire des démarches pour que ce soit plus cadré, parce que là, pour l'instant, ça reste une découverte. Il faut qu'ils sachent comment le faire correctement et qu'ils l'adaptent à certains trucs, je pense aussi. Ouais. Et j'avais dit qu'en fait, le magma, du moment que tu fusionnes des choses, dès que tu obtiens un magma, il devient magnétique. Et il est maintenu hors de... Il touche pas quoi que ce soit parce qu'il est maintenu dans un champ magnétique. Électromagnétique. Il reste en l'air, là, la boule, C'est ça. elle boulotte. Ouais, parce qu'il y a une différence entre magnétique et électromagnétique. Il y a le magnétique alors moi je sais qu'il s'adapte qu'au fer. Ouais. Et l'électromagnétisme, il est bien différent parce que lui, il s'adapte aux charges électriques. Et je crois qu'il peut s'adapter à tous les métaux. Je suis pas sûr. Mais de ce que j'en sais, l'électromagnétisme, il a un plus grand champ d'action. Eh ben voilà, encore un sujet que j'ai bien envie de connaître. Ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs magnétismes. Oui, voilà. Logiquement... Ok. Et donc il est maintenu en l'air pour éviter que... En l'air. Alors, vous passez les mots, les mots qui sont pas totalement comme il faut, donc c'est maintenu en l'air par magnétisme. Ouais. Et du coup, ça touche pas les parois, ça fait pas fondre les parois. C'est ça. Et donc la question que je posais, la première, parce que la deuxième est plus intéressante, mais on y viendra après. La première question que j'avais dit, c'est comment on passe de cette chaleur à l'électricité. Oui. Et moi, du coup, je me suis posé la question aussi. Et de ce que j'en sais, il existe des thermocouples. Donc nous, en fait, ce qu'on utilise dans mes études, c'est deux câbles qui sont reliés par une soudure chaude, ce qu'on l'appelle. Et la soudure chaude, elle est dans l'endroit où il y a de la chaleur. Elle récupère la chaleur. Eux ensemble, ils se font une sorte de réaction. Et du coup, ça crée, par exemple, donc pour un thermocouple, ça crée de l'électricité. Donc il y a une différence de potentiel. Et ensuite, les soudures froides, elles vont donc sur un multimètre. Donc tu as un côté qui va sur le com et un côté qui va sur volt ou millivolt, parce que ça se mesure plus en millivolts sans oser. Et donc c'est pas vraiment, ça m'a pas l'air adapté à une centrale, quoi. C'est ça peut pas, je pense pas que ça puisse s'utiliser sur un gros truc comme ça. Voilà. Sachant que on a vu les courbes, il y a vraiment des thermocouples qui s'arrêtent à 500 degrés. Ça m'étonnerait que la fusion nucléaire elle fasse 500 degrés. C'est ça. Parce que bon, rien que du fer, tu peux le fondre à 1004, 1003, 900, je sais plus.
Je sais que Oh, c'est... bah, écoute. Moi, j'ai oublié le tableau. Il y a un tableau Bah, techniquement, explicatif. c'est un peu le but un peu de ce qu'on fait comme vidéo. Ça s'adresse pas à des gens qui s'y connaissent à fond. Oui. L'important, c'est pas tant de savoir si ça fusionne à 1000, 1700 ou 2000. C'est qu'à un moment, quand ça part en fusion, on change d'état, point. Je veux dire, Oui, voilà, il y a un côté à peu près quand même. Ouais, c'est ça. On n'est pas expert scientifique, hein, donc. Mais le principe, quand même, on le comprend. La chaleur fait décaler des choses et ça crée de l'électricité. On n'a pas besoin de savoir exactement ce qui s'y passe dedans. C'est ça. Et le problème, c'est que justement, ouais, c'est ce que je viens de dire, on n'a pas besoin de savoir. C'est con parce que c'est exactement ce que j'allais dire juste derrière. C'est que dans les centrales nucléaires, par exemple. Donc moi, je suis bien d'accord. Hein, je veux bien passer de la fission nucléaire. Coupé en deux, Ouais, c'est ça. à fusion nucléaire, deux qui deviennent un. Ouais. Donc d'accord, c'est un progrès d'après ce qu'ils en disent, parce que la fission crée de la radioactivité, la fusion enlève la radioactivité. Ouais, il n'y a pas de déchets Il n'y a radioactifs. pas de déchets radioactifs. Donc je suis d'accord pour le progrès, mais la chaleur qui est produite par ça, ils l'expliquent très rarement de ce qu'ils en font. À quel moment ça passe de chaleur à électricité. Ouais, la transformation ouais. Pratique. Ouais. Et ben, de ce que j'en sais, après c'est pareil, hein, moi je vais quand même garder des distances là-dessus, c'est que ça fait chauffer de l'eau qui se transforme en vapeur, qui fait tourner une turbine. Ouais. C'est ce que j'en sais. Donc la source d'énergie a changé, mais le processus de transformation est toujours le même. C'est toujours de la cocotte minute. D'accord. C'est les mêmes que les chouchous du Far West, c'est les locomotives du Far West, quoi. Ouais. Ils mettaient des bûches, la chaudière faisait chauffer de l'eau, la vapeur faisait entraîner les roues, et chouchou... Ouais. Et là, on a changé, on est passé de la bûche au charbon. Mhm. Le charbon était plus efficace, il faisait chauffer l'eau plus efficacement. Bon, vapeur plus efficace, amélioration des tuyaux, plus de pression, plus de chou-chou. Et là, on arrive donc on est passé sur de la fission nucléaire qui chauffe plus, qui fait quand même chauffer de l'eau, qui fait quand même de la vapeur, et chou-chou encore. Et là, du coup, on risque de faire encore pareil, changement. Et... Ouais, d'accord. Alors c'est un progrès parce qu'on n'a plus de déchets radioactifs, mais on est toujours sur du chou-chou. Oui, peut-être, on peut peut-être améliorer, ça se trouve, un rendement. Et peut-être, tu vois, Ouais. c'est pas ce que j'appelle un progrès scientifique. Pratique, technique, oui. Mais, ouais. Mais on n'est pas sur du progrès scientifique. Alors moi, je similerais plus ça dans le sens, peut-être, progrès scientifique, mais pas innovation. Ah non, on n'est pas sur de l'innovation. C'est ouais. ça, c'est qu'il y a du progrès scientifique, mais il n'y a pas d'innovation. C'est peut-être ça que je différencierais des... Bah, ça s'apparenterait plus à de l'optimisation. Ouais, c'est ça. Donc optimiser, c'est pas vraiment innover, quoi. Oui, c'est clair. Oui, voilà, c'est par exemple, les moteurs sont toujours plus puissants, mais ça reste des voitures. Oui, voilà, c'est voiture. On a toujours l'essence qui brûle, qui est mieux brûlée parce que on a une meilleure consommation, une meilleure optimisation de l'impact de l'explosion, mais on reste toujours sur un moteur à l'explosion, quoi. Ouais, voilà, et ça reste de la voiture qui roule. Voilà. Alors que, par exemple, on peut faire un autre moyen de locomotion. Oui. On va éviter des roues qui roulent sur quelque chose de plat, bah, je sais pas, un truc qui glisse, par exemple. Ouais. On pourrait utiliser, je sais pas moi, l'hydro, tu sais, tu captes l'eau compris dans l'air. Oui. J'aime bien envoyer sur des exemples spatiaux, mais je sais pas bien comment le faire. Je veux dire, ouais, encore sur les modes de déplacement. Oui. Je veux dire, là, par exemple, le même exemple que sur la centrale nucléaire, on passe d'un truc qui ne fait que chauffer de l'eau différemment pour arriver à de la vapeur qui fait tourner une turbine. Une turbine ou comment t'as vu Une dynamo. dynamo. Ouais, c'est pareil. Hein.
faut pas chipoter sur les mots, hein, c'est à peu près une turbine, c'est une turbine, et puis voilà, c'est pas exactement ce que le terme approprié. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Aussi. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important, c'est de quoi on parle. Sur le départ d'une fusée, par exemple, tu as toujours de la propulsion, une consommation de liquide, de combustible, et c'est toujours la combustion du combustible qui part sur une poussée. Ouais. Et on est toujours sur le même truc. Les premières fusées, elles avaient de la poudre. L'invention d'ailleurs chinoise, hein, on ne sait pas trop, mais la poudre noire c'est chinois. Mhm. Et ils avaient les feux d'artifice. Oui. Enfin. Et de ta fusée, bah, tu te retrouves toujours avec le même principe. Au lieu de la poudre noire, c'est du kérosène. Je crois que c'est ça, ouais. C'est un kérosène qu'ils mettent dedans. Bon, bah, c'est amélioré, mais c'est pas innovant, quoi. Ouais, ça reste le principe de poussée, ouais. Ça reste le principe de poussée. T'as pareil sur les hélices d'avion. Tu as l'hélice de base, t'as le réacteur. Bah, dans le réacteur, c'est une hélice. Ouais, c'est ça. C'est une hélice mieux faite, mieux optimisée, mieux machin, mais elle continue à aspirer, pousser. C'est ça. Ouais, c'est de la propulsion à chaque fois, quoi. Et Je pense que sur des distances spatiales, ça vaut pas le coup, quoi. ouais, bah, par exemple, à la place de la poussée, moi j'avais pensé, tu sais, pour moi la gravité c'est une sorte de magnétisme un peu. Et du coup, à la place de juste, comme deux aimants, tu tires pour qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, et ben t'as un aimant c'est la fusée et l'autre aimant c'est la Terre. À la place que tu tires, du coup tu fasses une poussée pour qu'ils s'éloignent. Ouais. Donc, du coup, nous, ça serait une traction, mais bon, voilà. Et ben, tu changes les pôles, et dans ce cas-là, ça part. Il faudrait... ça va partir vite. Ça va partir vite. Ça risque de partir vite d'un coup. Mais une gravité négative. ouais, voilà. Quelque chose qui serait, une gravité négative, quoi. Jean-Pierre Petit. Après, oui, sûrement, peut-être que... Sur son modèle Janus, hein. Ah ouais? Ah oui, modèle Janus. Je peux pas expliquer là, parce que même avec des explications simples, c'est très très long, parce que tu peux pas quand même expliquer même une fleur, comment elle passe de la graine à la truc en 2 secondes. Quoi. Oui, c'est sûr. Donc le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, voilà. Ou alors on fera une vidéo. C'est possible, faudrait étudier le sujet. Tu vises une étoile. Tu vises une étoile, du coup, tu te dis, tu captes sa gravité, sa lumière, ça... Ah, non, moi, j'étais juste sur, tu changes tout simplement la gravité de la Terre. C'est-à-dire que t'es toujours attiré, et là, comme un électroaimant, tu peux changer son pôle, et du coup, tu changes l'attirance, parce que j'ai pas les mots, l'attirance de la fusée, et du coup, la Terre va la pousser au lieu de l'attirer. D'accord. Mais c'est voilà, vrai parce que au départ, t'as commencé à dire, elle a changé la polarité de la Terre, je me suis dit, on va rigoler. Là. Ouais, non, de la fusée. De la fusée. Ouais, parce que si tu changes toute la Terre, tout part dans tous les sens. Oui, ça va être drôle. Ouais. Moi, je reste dedans, hein, comme ça, voilà. Mais du coup, oui, c'est vrai que j'avais une autre idée, un autre prototype. C'est, par exemple, Une piste. Ouais, une piste, ouais, plutôt. C'est, on prend donc n'importe quelle étoile, et on sait que n'importe quelle étoile ou masse stellaire, eh ben, elle a donc une gravité. Et ce qui serait peut-être possible, c'est d'avoir donc, par exemple, une panoplie de gravité, par exemple, sur un ordinateur à l'intérieur de la fusée. Et ce qui fait que du coup, t'appuies sur, je sais pas, l'étoile la plus proche, c'est le truc des 3 étoiles, l'étoile du... Il me semble que c'est Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, ouais. J'avais l'étoile du Centaure, mais j'avais plus le début. Proxima du Centaure, ça a été mon grand oral d'ailleurs. Et donc tu choisis par exemple Proxima du Centaure, et tu choisis d'être attiré par la gravité de Proxima du Centaure, ce qui fait que du coup on n'est plus sur une poussée, une propulsion, mais on est directement sur une traction à distance depuis l'étoile. Tu choisis le centre de gravité étoile. Ça, c'est vraiment un changement de motricité, quoi. C'est-à-dire que là, on arrête d'avoir un truc qui pète à l'arrière ou qui envoie quelque chose et qui nous propulse. Ouais. On
change de mode ouais, là, C'est ça, c'est un vrai changement. En gros, ça serait, pour vulgariser, ça serait une sorte de grappin. On lance un fil, une connexion, donc là on appuie et du coup ça fait connexion à l'étoile, mais ça peut être le grappin qui va s'accrocher à l'étoile. Comme une onde radio, tu Voilà. captes ta fréquence. Une onde radio, ouais, tu captes la fréquence de l'étoile, tu choisis ça, et puis du coup t'as une connexion. Ben là la connexion c'est comme un grappin que tu lances, t'as tout le fil qui fait la connexion, et puis t'as du coup tu tires sur le grappin et t'arrives à ta destination. Ah ouais, t'as même pas besoin de calculer les trajectoires. Ouais, bon après s'il y a des trucs au milieu, ça va être un peu Ah, tu différent. te les prends dans tous les cas, tu calcules tes trajectoires, et il y a un truc qui arrive que tu l'avais pas vu arriver, tu le C'est prends. ça. Donc que ce soit ça ou autre chose, c'est pareil. Mais après on exclut les problèmes. Là on Oui, fait oui, juste, oui, là on le est changement parfait. de- On est chez oui, oui. Voilà. Tout va bien. Mais ouais, juste un changement de moyen de transport, ouais. Oui. Moyen de déplacement, de Moyen de locomotion, déplacement, ouais. je sais. Plutôt. De motricité, je crois, c'est ça qu'on C'est dit. ça, ouais. Parce que c'est pareil, j'avais vu un truc où il faisait donc à l'arrière du module un champ magnétique et le moteur envoyait des photons. Ouais. Bon, je pense que déjà la piste photon, c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'ils, Ouais. ils sont dans la bonne optique, mais je pense pas que le truc il marche. Mhm. Donc le moteur, parce que ça fait joli, énergie photonique. Ouais, bah oui, peut-être que ça te permet de sortir avec des nanas, mais bon. Et donc t'envoies les photons sur le bouclier, enfin le champ. Ouais. Le champ les renvoie, tape sur le vaisseau et ça avance. Je comprends pas le retour d'énergie qu'il peut y avoir sur ce genre de truc. C'est-à-dire que le bouclier que tu as derrière toi, tu le génères. Mhm. Donc tu l'emmènes avec toi. Oui. Donc quand le photon il tape là, tu recules. Oui. Donc Oui, c'est ça. C'est, ouais, t'as le truc, puis même t'appuies sur quelque chose, si toute ta structure c'est la même, t'envoies quelque chose là, ça pousse ça, donc ton moteur il va avec, quoi. Ton moteur il va avec. Puis peut-être que c'est comme deux aimants, parce que après c'est vrai que un champ, on n'arrive pas à l'assimiler à un mur ou à un objet qu'on pousse. Donc là par exemple, je prends la souris, j'envoie un photon, elle recule. Je pense que vous le voyez à la caméra. Mais donc là, un champ c'est comme deux aimants. On peut prendre deux aimants. Si on envoie un truc qui est repoussé par un aimant, c'est pas juste celui qu'on envoie qui va bouger. Enfin, c'est pas celui qu'on envoie qui va repartir dans l'autre sens. Les deux aimants, ils vont bouger. Et donc c'est ça que là on est en train de dire, c'est que c'est bien dans le principe, mais t'envoies un photon sur un champ, c'est pas que le photon qui va bouger. Et C'est ce il qui y aura génère. le champ qui va bouger, et si le champ il est dans la même structure que le moteur qui envoie le photon, le moteur il envoie le photon, ça recule ici, ça recule là, et donc ensuite le photon revient, ça pousse ici, ça pousse là, donc ça fait ça, quoi. Il y a une liaison. Ouais, c'est ça. Il faut pas oublier que dans l'espace, il y a rien qui t'empêche de te ramasser les conséquences. C'est-à-dire que quand tu pousses quelque chose, le quelque chose s'en va, mais toi aussi. Ouais, voilà. Vous avez déjà sûrement vu, je pense, les schémas de force, peut-être en physique ou au lycée, il y a toujours deux flèches. Il n'y a pas une seule flèche. Ah oui, oui. Ouais, il y a des moyens comme ça qui seraient différents, mais totalement innovants, et sûrement beaucoup plus efficaces sur des distances. Parce que, ouais, nous, on a une forte tendance à l'espace. Oui, ça, ouais, Mais bon, j'avoue que là, sur le coup du spatial, faut vraiment changer de truc. On peut pas continuer avec les fusées, les fusées à poudre noire. Mais bon, Puis même pour revenir sur ce que j'appelais le grappin, eh ben peut-être que on peut pas jouer avec la gravité, mais avec du coup un électromagnétisme. Et ça me rappelle quelque chose qui m'a fasciné quand je l'ai vu. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui parle de le plus gros aimant qu'on a fait sur Terre. Oui. Je t'en ai déjà parlé. Le plus gros aimant qu'on a fait sur Terre, et on a. Mais on la mettra en lien. Hein. Ouais, je pense que je la mettrai en lien. Le plus gros aimant qu'on a fait sur Terre, il fait, je sais plus la valeur exacte, mais je sais que ça dépasse pas les 50. Donc, pour être au max, je vais dire 49. Ouais. Il fait 49 Tesla. Donc c'est l'unité de mesure de l'électromagnétisme. Il fait 49 Tesla.
Ce qui est énorme, hein. On a rassemblé les plus grands scientifiques, j'imagine. Ah, t'es à fond, transpiré et tout. Voilà. Une étoile à neutrons, pas une étoile à neutrons, mais un pulsar, donc c'est une sorte d'étoile à neutrons si je me trompe pas. Il fait 1 million de gigatesla. Donc en gros c'est 1 suivi de 15 zéros. Voilà. Donc avec une force pareille, je pense qu'on peut juste se grappiner un peu. Il nous envoie direct vers lui. Moi je pense que... T'as le malheur de te dépolariser juste à côté de lui, Ouais. S'il y a un univers parallèle, tu vas vite le savoir, parce que tu vas y aller. Du coup, ouais, là, 49, c'est énorme, et là, on est à 1 million de gigas. Giga, je crois que c'est 10, 10 c'est 9 zéros. Ouais, 10 puissance 9. Donc 1 million, ça rajoute 6. 15. Voilà. Ben voilà, nouveau format de billboard, hein. On va essayer de procéder comme ça, je pense que moi ça m'éclate un peu mieux. Ouais, avec t'es tout seul devant la caméra, tu dis bonjour, tu sais même pas s'il y a quelqu'un qui te regarde. Ah ouais, discussion, genre, après on peut même réinterpréter ce qu'a dit l'autre si on a une meilleure manière de... Oui, une autre façon d'expliquer les choses, c'est peut-être plus clair pour tout le monde. Hein. Voilà, et puis on peut rebondir par-dessus, si ça nous fait penser à quelque chose... Encore une autre piste, plutôt que d'essayer la propulsion, on sait que le Soleil nous envoie de l'électromagnétisme. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Qui arrive, en fait, ça arrive au pôle, et c'est justement ces électromagnétismes, peu importe le terme, ça nous fait donc des aurores boréales. Donc on sait qu'on se ramasse des vagues et des vagues de si on pouvait le mettre une couleur, on les verrait, si on pouvait les voir, on verrait des vagues. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de surfer là-dessus? C'est-à-dire que tu mets quelque chose qui ressent les impulsions du soleil comme une voile ressent le vent, ça va être difficile d'aller vers le soleil. Ouais. Mais pour quitter le système solaire, ça devrait être pratique quand même. Ouais, voilà. Là, c'est comme, du coup, je pense que si on part sur l'électromagnétisme... Ça risque de surfer, mais bon. C'est, vous avez déjà vu une onde sonore, par exemple, ça fait des vagues. Et donc, ça peut être un peu pareil comme signal depuis le soleil. Si tu gardes ta planche comme il faut, tu surfes. Hein. C'est ça, tu peux suivre. Donc, si elle est comme ça, tu te mets là, tu glisses, quoi. Voilà. Donc, c'est... le principe, il n'est pas compliqué à comprendre. Hein, surfer sur une vague d'électromagnétisme solaire. Oui. Dit comme ça, hein. Petite médaille et tout. Voilà, tu sais, moi aussi je peux arriver sur les plateaux de télé en scientifique. Hein. À ce compte-là, c'est facile. Hein. Mais surfer sur une vague magnétique solaire. Ouais. Écoute, ça me semble très fiable, surtout. Oui. C'est-à-dire que tu peux être sûr que de la vague, tu vas te la prendre. Hein. Ah ça, le soleil, lui, il va pas se mettre en grève tout de suite. Ouais. Et après, c'est le retour. Hein. Ouais. Là, il va falloir nager à contre-courant. Ouais, ça peut être du contre-courant. Et pareil, est-ce que là, on peut pas donc profiter de un système donc en gravité, en gravimétrie, puis de gravité, tu sais, avant c'est pareil, on invente un tas de mots. Oui, c'est ça. Le tout début, faut pas oublier que c'est des panneaux solaires enneigés. Ça faut pas oublier. Au bord de la route, on a... oui, c'est vrai. On était sur la route, panneaux solaires enneigés, et puis... voilà. Youhou. Ça glisse, on a vu un... Ah ouais, là on a pris la pente, là. Mais Donc tout ça pour vous dire que je pense qu'on est vachement pas des fans de panneaux solaires et d'éoliennes. Ouais, pas trop. Là, je suis en train de repenser à... J'avais une sorte de... Alors, je sais qu'il y a des explications de comment marche un aimant, tout ça. Mais moi, j'en ai deux qu'on m'a offert. Je crois que c'est du néodyme, donc c'est assez puissant, je peux m'amuser facilement avec. Et j'ai remarqué que, en fait... du coup, dans un sens, il s'attire super vite, et dans un autre, tu t'as beau les pousser, ça passe pas. Et je me suis imagé une sorte, pareil, on va rester sur le même truc, de courant.
C'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est juste deux trous, deux souffleries qui font passer de l'air. Dans un sens, donc là on va dire que c'est un aimant. Ici il aspire, donc, ici il aspire, ici il souffle. Si on en met un ici, voilà. Donc ici ça aspire, ici ça souffle. Ici ça souffle et ici ça aspire. Si on les rapproche, ça va être compliqué vu qu'ici ils soufflent tous les deux. Alors que si on change les deux... Allez, oui. Non, ouais. si on change... Les deux, parce les que deux. tu te retrouves avec une... ça souffle ici, ça et souffle là, et là ça aspire. ça aspire, Et donc, hop. Et donc je me suis dit, ça se trouve, l'aimant... Alors moi je sais que on m'a expliqué, les champs magnétiques, ils font un peu des ronds comme ça autour. C'est assez spécial, je pense que je peux vous trouver un schéma. Mais je me suis dit, ça se trouve, c'est juste une histoire de courant qui passe comme ça. Et du coup, c'est sûr que si d'un côté la mer va comme ça et de l'autre côté la mer va comme ça, à un moment ça va se bloquer et c'est compliqué de les rapprocher. C'est pour ça qu'il faut une force conséquente. Conséquente, oui. Moi j'avais pensé faire des amortisseurs avec superposition D'aimants. d'aimants. Tu mets plusieurs aimants qui se repoussent les uns sur les autres et tu as un amortisseur. D'accord. Je sais pas si la gravité, l'aimantation, le magnétisme. Je sais pas si le magnétisme perd de sa force avec le temps. Que je sais, non. Que j'en sache, non. Que je suis. Que je suis. Mais dans un tube, tu mets donc plusieurs aimants les uns sur les autres, et puis tu as ton amortisseur à gravité magnétique repulsive, tu vois. Et puis ça enlève du coup deux problèmes qui est par exemple sur un ressort, l'usure. Au bout d'un moment, il devient plus très élastique. Et il y a aussi le fait de, si par exemple, un aimant, je trouve ça fascinant que, de ce que j'en sais, comme je disais, il ne perd jamais de son magnétisme. Pour autant qu'on en sache, C'est une énergie infinie pour moi. Voilà. Une énergie infinie, inépuisable. Donc ça peut être quelque chose aussi qui peut marcher pour des amortisseurs. Et en plus, ça peut même marcher pour un moteur. On peut faire une voiture presque entière. Parce que du coup, je sais pas comment moduler l'énergie. Mais si la source d'énergie est infinie, le magnétisme est infini, voilà, il y a quelque chose à puiser là-dedans. Je pense qu'il y a... Le problème, ça va être de l'arrêter. Mais parce qu'une fois que tu l'as poussé, si c'est aimanté, etc. Tu vois, j'associe deux exemples. Hein, les trains qu'ils ont fait sur aimant. Ouais. Ils touchaient pas les rails. Mm-hmm. Parce que le truc, il tenait le champ magnétique. Alors là, je le fais dans le sens de cette caméra. Le truc tenait en lévitation. Mm-hmm. Parce que le champ a été fait. Mm-hmm. Et il avançait parce que plusieurs aimants étaient allumés, éteints, allumés, éteints, allumés, éteints. Ouais. Et du coup, ton moteur, tu peux très bien le faire comme ça, en allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, et puis faire tourner tes bobines. Je sais pas si les moteurs électriques actuels ne marchent pas comme ça. D'accord. On se fait une petite pause. Oui, de toute façon, il nous reste 1 minute de capture, donc ça risque d'être compliqué de relancer autre chose. Voilà. Bon,